Bouh! Aujourd'hui, on va voir comment créer un petit fantôme en 3D pour l'impression 3D. Alors vous allez voir que ce tuto est relativement simple, vraiment on ne rentre pas dans les fonctions compliquées de ZBrush ou ZBrush Core. Je vous rappelle, c'est le même logiciel, donc ZBrush Core, une version on va dire simplifiée de ZBrush. Donc pour la création, donc pour l'impression 3D, vous allez voir en fait une fonction qui s'appelle les Z-sphères, qui est basique et qui vous servira finalement à créer beaucoup de structures, on va dire organiques, humaines, etc. etc. Par contre, je vous invite vivement à aller voir mon tuto de prise en main, donc de ZBrush et ZBrush Core pour découvrir la navigation 3D, les concepts du logiciel. C'est assez ludique, c'est assez fun, donc vous allez voir, c'est assez simple. Bref, donc cette vidéo-là, on va se focaliser sur la création de ce petit fantôme, et ensuite, à la fin de cette vidéo, vous allez donc découvrir la partie exportation vers l'impression 3D, surtout la préparation au sein du slicer. Alors, vous allez voir en fait la même partie au sein de Simplify 3D, qui est mon slicer que j'utilise donc moi régulièrement, et de Cura, en fonction de l'un ou l'autre, c'est les plus courants. Vous allez voir le petit truc en fait que j'explique pour avoir cette épaisseur constante pour que la lumière diffuse bien. Pourquoi? Car j'ai mon petit fantôme ici, et vous voyez à l'intérieur c'est entièrement évidé. J'ai une épaisseur constante de 2 ou 3 couches. Donc voilà, c'est un petit truc au niveau du slicer. L'épaisseur n'est pas faite au sein du logiciel donc de 3D. Et dedans, vous pouvez mettre, vous voyez, ces petites lumières, vous savez, ces galettes donc LED qu'on peut mettre dans les placards, vous mettez dedans, ça fait votre éclairage. En plus, ça l'est très bien, j'ai une petite télécommande et il y a un timer de 30 minutes. Donc pour faire une veilleuse pour les enfants, c'est parfait. Vous pouvez aussi mettre, alors pour une version plus petite, vous voyez ces petites bougies, enfin fausses bougies en LED. Pour une version plus petite, ça marche très très bien. En plus, celles-là, elles sont moins puissantes, mais il y a la lumière, on va dire, qui fluctue, donc c'est assez sympathique. Enfin, cette version-là qui est phosphorescente, donc qui est une version un peu différente. Vous chargez en lumière d'abord, et après vous aurez donc cette luminosité qui va donc disparaître au fil du temps, qui est assez sympathique. Donc pour ces parties, hop, je reviens juste dessus. Donc voilà, je vais parler à la fin très rapidement donc, de ces deux filaments. Donc le filament classique ici, alors c'est un filament que j'ai testé, que m'a envoyé Wanao France, qui est en fait le filament premium de chez Wanao. C'est une très bonne surprise, c'est vraiment une très très bonne qualité. Et l'autre côté, j'ai ce Daily Filk, donc le phosphorescent que m'a envoyé Filimprimante 3D, donc .fr, pour tester. Et franchement, c'est deux très bonnes surprises. Et accessoirement, ce que j'adore sur ce filament-là, c'est que la bobine est en carton, donc pas du plastique polluant, on va dire. Donc ça, c'est vraiment une initiative que je trouve géniale. Bref, allez, c'est parti pour le tuto et on se retrouve à la fin pour la partie impression 3D. Alors pour faire ce petit fantôme, nous allons utiliser une technique un petit peu différente de ce que j'utilisais au préalable dans mes vidéos sur ZBrush Core et lié à l'impression 3D. Je ne vais pas commencer par la sphère de base, mais je vais commencer par ce qu'on appelle des Z-sphères. Des Z-sphères, vous voyez ici, il y a un projet qui s'appelle Z-sphère justement. Alors, je ne vais pas partir sur ce projet-là, je ferme Lightbox ici. Et donc, ces Z-sphères, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des structures connectés ensemble en forme de sphère, connectés par des liaisons, des connecteurs, c'est le vrai nom derrière, et à n'importe quel moment on peut en générer une matière sculptable. Donc pour créer une forme un peu plus compliquée, notamment par exemple un corps humain, une main, un arbre ou n'importe quelle chose, on va créer donc ces espèces de sphères connectées ensemble, faire une hiérarchie de sphères pour créer l'objet. Donc pour le fantôme, on va faire la même chose. Donc volontairement, je ne choisis pas de démarrer donc par Lightbox et par ce projet de Z-sphère. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir vous montrer qu'à n'importe quel moment, comment on part d'une Z-sphère pour éventuellement la rajouter à un projet et pas partir de rien du tout. Alors, si vous allez donc sur la partie latérale donc de ZBrush Core, vous avez, ou ZBrush, vous avez ZBrush c'est pareil, vous avez tout en haut à droite la palette Tool qui est chargée par défaut, Tool, les outils, hein, le nom est en anglais, c'est volontaire. Donc vous avez ici le gros icône qui permet, lorsque vous cliquez dessus, de choisir ce qu'on appelle des primitives, des 3D meshes, donc des objets 3D. Alors les primitives, ce sont des objets paramétrique. Mais on peut changer la résolution, l'espacement, la taille, la hauteur, avec donc des glissières. Mais là, vous remarquez aussi, on a donc cette Z-sphère. Si je clique dessus, la Z-sphère apparaît maintenant à la place de mon objet. Ça veut dire, oui, mais mon objet a disparu. Non, 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 mon objet il est toujours présent ici. Allez, je clique dessus, ma sphère revient. Je clique sur cette Z-sphère, elle apparaît maintenant ici. Alors, vous avez différents tools, ces objets 3D qui sont chargés. Donc la sphère et donc cette Z-sphère. On peut basculer de l'un à l'autre à n'importe quel moment. Bref, je reviens sur ma Z-sphère. Alors la Z-sphère,
Il y a des étapes relativement simples pour les créer. Je ne vais pas rentrer dans les détails avancés, mais pour la base, donc vous avez ici donc, votre sphère de chargé et vous remarquez que lorsque vous approchez votre curseur dessus, il y a un petit cercle rouge donc au centre de mon curseur de brosse habituel. Et quand vous rapprochez notamment au niveau d'un des plans 3D, vous avez un cercle vert qui apparaît. Je vais revenir par la suite. Et là, si je fais un clic glissé, pas un clic bref, attention, j'insiste bien là-dessus, un clic glissé, et vous remarquez qu'à ce moment-là, j'ai une nouvelle sphère qui apparaît. Car je suis en mode dessin, donc je vais dessiner des sphères sur ma sphère existante. Je peux aller de l'autre côté, vous voyez ici, hop, je fais un clic glissé, et j'ai une nouvelle sphère. Et je peux continuer comme ça, en créer d'autres, toujours en faisant un clic glissé. J'insiste beaucoup là-dessus. Si vous voulez éditer vos Z-sphères, c'est-à-dire changer leur position, voire leur taille, on passe en mode déplacement, et là, en faisant un clic glissé, vous voyez ici qu'on agrandit, vous voyez la structure, comme ça, donc, de ces Z-sphères. Donc c'est relativement simple, je veux faire une échelle, je fais un clic glissé directement sur ma sphère, et comme ça, vous voyez, je peux directement changer la taille de ma structure en Z-sphère. Et si je veux générer directement de la matière prête à être sculptée, je vais tout simplement dans le menu qui s'appelle peau adaptive, et je clique sur aperçu. Cette peau adaptive, en fait, ça crée tout simplement une peau qui s'adapte autour des Z-sphères et donc prête à être sculptée. Si je passe en mode dessin maintenant, vous voyez que si je passe ma brosse habituelle, voire ma brosse préférée avec les build-up, je peux directement sculpter sur mon objet. Donc là, c'est vraiment la base des Z-sphères. Voilà, c'est quelques petites minutes d'introduction. On va le voir donc concrètement sur notre petit fantôme. Alors, un petit détail. J'ai sculpté là-dessus, mais je suis à l'heure actuelle dans un aperçu. Qui veut dire aperçu, dit quelque chose en général de temporaire. Regardez, si je désactive mon aperçu, je reviens normalement sur mes Z-sphères, mais il me dit d'abord, attention, le modèle 3D en fait était un aperçu, c'était modifié. Est-ce qu'on veut garder ces modifications ? Et donc ça va créer un nouvel objet, ou alors est-ce que l'on veut annuler ces changements? C'est le mode finalement par défaut, je fais annuler ces changements et je reviens sur mes Z-sphères. Si je clique sur aperçu, j'ai perdu mes modifications. C'est pour ça qu'il m'a prévenu au préalable. Donc voilà, n'oubliez pas, c'est un aperçu. Alors je vais faire un petit CTRL Z, plusieurs fois de suite. Voilà, vous avez jusqu'à 10 000 niveaux d'annulation quand même dans ZBrush Core. Donc voilà là-dessus, je reviens donc ici, et alors petit détail, pas forcément crucial, mais vous voyez ici, j'ai les axes qui apparaissent en bas de la grille, j'ai l'axe rouge qui est l'axe des X, qui va donc vers, à l'heure actuelle, donc vers la droite. Voilà, c'est un petit détail, je fais toujours attention à ça, c'est par rapport à des fonctions notamment de resymétrie qui peuvent être utiles. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant, j'aimerais bien créer mon petit fantôme. Et pour commencer, on va le créer de façon purement symétrique. Ça va être plus simple. Et après, on va faire des parties de façon non symétrique. Donc pour ma symétrie, je vais dans la palette Transformation et je vais activer la symétrie, qui par défaut s'active donc selon l'axe X. En fait, ça va prendre le plan perpendiculaire à X. Ce qui fait que si je vais à droite, eh bien, j'ai le petit cercle qui apparaît de l'autre côté. Si maintenant je fais un clic glissé, vous remarquez bien que mes Z-sphères sont créées de façon symétrique, et si je les déplace, vous voyez ici que tout se déplace de façon symétrique. Donc vous voyez, ces Z-sphères, c'est très basique pour l'instant, mais c'est un outil fantastique pour créer des structures plus ou moins compliquées, donc avant de les sculpter, ce que je vous disais donc il y a quelques minutes. Je fais CTRL Z, voilà, pour venir ici, je tourne ma symétrie. Et vous vous rappelez, il y a quelques secondes, je vous ai dit que lorsque vous survolez votre modèle, vous avez des points rouges, mais quand vous passez à certains endroits, vous pouvez avoir, dans certains cas, des points verts. En mode déplacement, ça marchera beaucoup mieux. C'est pour ça que je ne les trouvais pas, justement. Et voilà, vous voyez ici, directement, j'ai ce point vert. En fait, ça veut dire que l'on s'accroche sur le plan de symétrie du modèle. Donc, je fais un clic glissé. Je n'ai pas deux sphères, mais j'ai bien en fait une seule sphère parce que je l'ai créée sur le plan. Donc, voyez, en faisant ça, je vais pouvoir créer la structure de mon petit fantôme. Donc, vous l'avez vu donc en introduction, enfin un fantôme qui est très très basique. Donc, je vais en dessous et je vais faire une Z-sphère un petit peu plus large. Vous voyez, donc là-dessus. Et en haut, je vais faire, allez, hop, une petite ici, une petite là et une un peu plus petite. Donc on a quelque chose de relativement simple dans l'immédiat. L'intérêt d'avoir cette symétrie, c'est que l'on est sûr que lorsque je vais créer donc ma Z-sphère au centre, elle va vraiment être centrée. Si j'enlève ma symétrie, c'est X le raccourci clavier ou sinon transformation, je désactive ici. Si par exemple je vais en dessous, vous voyez je suis ici, ben, je ne suis pas forcément sur le centre. Autre chose, si je remets ma symétrie et je me rapproche du centre, mais je ne suis pas dessus, vous voyez juste à côté,
vous allez avoir comme ça deux sphères créées l'une à côté de l'autre. Et donc ça va créer finalement deux jambes qui vont être s'entrecroisées mais qui ne seront pas connectées derrière entre les deux, c'est-à-dire la jonction entre ces Z-sphères. C'est pour ça que je vous ai proposé de travailler en symétrie. Et maintenant en mode déplacement, je vais pouvoir me dire un peu plus sur le côté ici, mon fantôme va aller là-dessus, hop là, aller un peu plus vers l'avant. Vous voyez, là je suis vraiment de profil maintenant ici, hop là, et on va faire cette espèce de petite forme sur le dessus. Alors hop, c'est un petit peu trop haut. Voilà, elle est ici. Et je vais, en mode dessin, j'aimerais bien finalement rajouter une petite sphère entre les deux. Alors on a vu qu'on pouvait créer à la suite, mais si vous cliquez sur le connecteur, donc entre deux Z-sphères, celle qui se trouve donc cachée un petit peu ici et celle au bout ici, ça me rajoute directement une Z-sphère. Je vais pouvoir repasser en mode échelle, dire tiens, je vais réduire un petit peu l'échelle. Hop, celle-là aussi. Je repasse en mode déplacement. Je vais tirer celle du haut. Et vous regardez une chose, quand vous regardez, je déplace celle du haut. En fait, j'ai cliqué dessus, hein, vous êtes d'accord, je clique sur celle du haut. Celle du dessous se déplace aussi de façon progressive. Ou si je clique à cet endroit, vous voyez, il y a une espèce de déformation un peu progressive. Pourquoi? Si vous regardez bien le curseur donc, de ma brosse, ce grand cercle rouge, quand je clique là-dessus, en fait, il englobe légèrement sur la périphérie la Z-sphère qui est en dessous. Ce qui fait qu'il y a une espèce de déformation progressive lors de mon déplacement, ou l'échelle par exemple. Si je veux vraiment travailler que sur la sphère qui est tout en haut, je vais pouvoir changer la taille de ma brosse, une petite taille de brosse, et là maintenant, je vais pouvoir, vous voyez, travailler donc individuellement. Donc ça, c'est un petit point aussi à garder. Alors, je reviens sur mon échelle, juste un petit peu, hop, augmenter, vous voyez, le faire un petit peu plus large, un peu plus petit. En mode déplacement, je vais un petit peu comme ça descendre. Vous voyez là-dessus. Libre à vous de faire le design, hein, il n'y a vraiment aucune contrainte. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais justement enlever ma symétrie pour dire, tiens, l'espèce de forme qui est sur le dessus, hop, je peux la faire comme ça ici. Je peux très bien zoomer. Je rappelle, le zoom, c'est Alt, pardon, excusez-moi, c'est CTRL et le clic droit. Donc, je fais dessin, je clique là-dessus pour en rajouter une, mode déplacement, je vais là-dessus, je vais sur le côté, parce qu'on est en 3D, n'oubliez pas. Hop là, et voilà. Donc, j'ai une forme qui est très sommaire, très basique. Si maintenant, je vais donc dans ma palette Tool, le menu panneau adaptif, je clique sur Aperçu, j'ai directement ma forme qui va être générée, donc prête à être sculptée. Alors, je ne vous cache pas que faire une forme comme ça, j'aurais très bien pu la faire, comme ce que j'ai présenté dans une vidéo précédente sur la poubelle, être en mode Dynamesh, excusez-moi à parler en anglais, et donc sculpter au fur et à mesure. Je voulais vraiment vous montrer une approche différente. Pourquoi je vous montre cette approche? Car si je repasse donc en mode, je quitte le mode aperçu, vous avez vu, comment j'ai fait? Et j'ai un petit raccourci clavier. Regardez, si je survole le bouton aperçu, j'ai cette bulle d'aide qui apparaît, cette info bulle, aperçu de la peau adaptive, et sur la droite, vous avez ce A majuscule pour dire le raccourci clavier, c'est la touche A, tout simplement. Et donc, pour dire quel est l'intérêt de ces Z-sphères, c'est que si pour une raison X, Y, je veux faire une forme un peu différente et plus complexe, je peux dire, tiens, je passe en mode dessin, je vais sur le côté avec ma symétrie activée, ce sera plus intelligent, Thomas, et donc, je vais directement, travailler comme ça là-dessus, ou plutôt sur cette sphère-là, hop, insérer donc d'autres Z-sphères, je passe en mode déplacement, celles-là sont un peu trop vers l'avant, je vais me les mettre plutôt vers l'arrière, voilà, hop, vers le haut, je repasse en mode dessin, je vais zoomer un tout petit peu donc sur le dessus, voilà, ici, je vais insérer 1, 2, 3, 4 sphères, je vais en faire une autre par-dessus à peu près de la même taille. Voilà, comme ça, avec un gros pouce. Et oui, en fait, je suis en train de faire des mains. Donc je peux très bien hop, déplacer comme ça ici toutes mes sphères. Voilà. Et donc on va faire un fantôme qui va faire bouh. Bon, c'est un peu nul ce que je suis en train de faire. Mais voilà, pour vous montrer que vous avez moyen, en l'espace de quelques clics, avec ces Z-sphères, directement comme ça, de faire des formes plus ou moins rigolotes, et surtout assez rapidement. Vous voyez, on peut très bien donc, se déplacer. Et le truc le plus rigolo, vous avez vu, je suis en mode dessin, je peux très bien cliquer, vous voyez ici, sur le connecteur, vous voyez, ça me déplace un petit peu tout l'ensemble, sur la sphère comme ça à la base, et il y a un petit truc, si j'appuie sur la touche Alt de mon clavier,
donc la touche Alt qui se trouve juste à gauche de la barre d'espace de votre clavier. Vous voyez, quand je clique sur le connecteur, maintenant tout se déplace de façon, je dirais, continue. Vous voyez, comme ça là-dessus. Alors, ça prend tous les éléments suivants dans la hiérarchie. C'est un peu une hiérarchie. Vous voyez, je prends là-dessus, ça prend que ce qui se passe, le début et la suite qui se trouve derrière. Et ça marche aussi avec l'échelle. Vous avez vu ici, je fais l'échelle donc au niveau de mon bras. C'est quelque chose de relativement fin. Si je continue à agrandir, quelque chose de beaucoup plus épais. Toujours avec Alt enfoncé. Alors que là, si je fais l'échelle, vous voyez, ça me grandit toute la suite. Donc là, c'est des trucs un petit peu, on va dire, magiques, des Z-sphères. Mais vous voyez, je suis là-dessus maintenant. Je passe en mode rotation. Vous voyez, hop là. Je peux très bien voyez, faire quelque chose d'un petit peu plus rigolo. D'accord? J'appuie sur A et vous voyez, là ici, j'ai ma forme qui se trouve là-dessus. Le seul truc qu'il y a, c'est que mes doigts sont malheureusement dans le mauvais sens. Eh bien, c'est pas grave, regardez. J'appuie sur A. Je vous montre quand même ces petites choses-là. Il ne s'agit pas pour vous de faire forcément toutes ces choses-là, mais n'hésitez pas à expérimenter. Surtout, pensez bien à faire des clics glissés lorsque vous insérez directement donc vos formes sur les sur les Z-sphères. Sinon, vous risquez de faire des toutes petites Z-sphères qui vont être à moitié cachées et vous allez vous perdre et faire des petites bêtises donc par rapport à votre création. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai mis directement mes doigts sur l'arrière. Voilà, là-dessus. Hop là. Donc, vous voyez, c'est quand même plutôt cool. On peut très bien s'amuser. Hop, j'appuie sur Alt, vous voyez, pour déplacer directement toutes mes formes. Voilà. Je voudrais faire une rotation. Vous voyez, on peut très bien tourner comme ça les mains. Sachant que je fais la rotation de la sphère ici qui tourne autour de son axe, et bien tous les doigts suivent directement. Voilà. Vous voyez, la rotation ici est un petit peu différente dans le cas présent. Donc j'ai ma forme donc, du fantôme. Je repasse en mode déplacement. Et là, je vais juste remonter un tout petit peu parce qu'il est un petit peu trop gros. Je vous rappelle qu'on fait une lampe donc derrière. Mais limite, vous ne vous occupez pas de la base. Parce que la base, finalement, on va la couper par la suite. Et on va la couper pas dans ZBrush Core, enfin je peux vous montrer une façon, mais on va la couper finalement autrement avec le slicer. Donc n'oubliez pas que l'on fait une lampe dans l'immédiat. Donc cette lampe-là, il faut penser que elle va avoir une certaine hauteur. Là, ce que je suis en train de faire, mon fantôme, si j'ai une lampe qui... Alors moi, j'ai donc je vous rappelle, j'ai une version avec une petite effet bougie en LED et plutôt un éclairage donc, de type d'armoire qui est beaucoup plus grand. J'ai 10 cm d'un côté, j'ai 4 cm de l'autre. Donc là, c'est-à-dire que si j'ai une base de 10 cm, c'est-à-dire que sur la hauteur, je vais arriver à, si j'ai 10 à peu près ici, on va dire, j'ai 10, 20, je vais avoir 25 cm de hauteur. C'est pas forcément que ça va être moche ou bien ou pas bien de faire 25 cm de hauteur, mais peut-être que votre imprimante n'est pas capable d'imprimer ces 25 cm de hauteur. Donc attention à cette petite subtilité, donc n'hésitez pas à justement vous dire, tiens, je vais un peu déplacer ça vers le bas, ça là-dessus aussi, hop là, on va baisser un petit peu l'ensemble, un petit peu voilà au niveau donc des bras, hop là, donc là-dessus. Alors l'autre petite chose aussi, je vous invite vraiment à prendre en compte dès maintenant, ça va être, et ça c'est un point qui est très crucial par rapport à ce genre d'impression, c'est qu'il va falloir prendre en compte les surplombs au niveau de votre modèle. Vous savez, j'ai déjà vu d'autres vidéos en ce qui me concerne, je fais très attention au surplomb, le but pour moi étant de limiter au maximum les besoins de support. Car si vous avez besoin de support, c'est beaucoup plus de temps d'impression, c'est des risques potentiels d'échec d'impression et c'est frustrant quand vous commencez d'avoir une impression qui rate parce que vous avez mal géré vos supports. Des fois, vos supports ne sont pas sur le modèle ou peuvent être sur le modèle, etc. Là, si je regarde donc ce modèle-là, j'ai quasiment pas besoin de support, un tout petit peu pour cette partie-là. C'est-à-dire que lorsqu'on imprimante, regardez, j'enlève la perspective en cliquant sur perspective ici. Voilà, donc là j'ai une coupe. Alors vous oubliez la base, vous imaginez que votre modèle va commencer à peu près à cet endroit-là. D'accord? Donc à peu près cette partie-là au niveau donc, de votre modèle. Donc votre imprimante va faire les couches au fur et à mesure qui vont donc entièrement monter. Et donc les surplombs, vous commencez à en avoir et ça commence à être problématique quand vous commencez à avoir par exemple un angle à peu près des 45 degrés. À peu près 45 degrés. Modulo votre imprimante, modulo bien sûr la vitesse d'impression, du filament, enfin il y a beaucoup de critères, mais plus vous allez vous rapprocher de l'horizontale, voire carrément un angle, on va dire, négatif par rapport à l'horizontale, plus vous aurez besoin de support. Et là, dans le cas présent, c'est totalement indispensable. Car sur mon petit fantôme ici, vous voyez là, si ça commence à imprimer, j'ai rien du tout en dessous. Donc j'aurai besoin d'un support qui partira de ma plateforme de construction pour monter jusqu'ici.
Et donc forcément, il y a toujours le risque d'un support qui tienne mal, s'il n'y a pas de raft ou problème d'adhésion sur votre plateau, et votre bras va tomber, et forcément, vous ne serez pas content. Bref. Donc, ce que je vais faire, donc moi ici, hop, vous voyez, je fais attention, c'est pour ça que mon petit fantôme a ses bras, donc justement, qui vont vers le haut, parce que regardez bien, si je regarde ici, j'ai quasiment aucun angle au niveau de mon modèle. Le seul angle que j'avais finalement était un petit peu ici, qui était un petit peu plus bas, comme ça là-dessus, autant le monter. Alors bien sûr, ça force votre design, mais moi je vous invite vraiment, si vous débutez la création pour l'impression 3D, et si encore plus, vous êtes un débutant dans l'impression 3D en elle-même, vous ne maîtrisez pas encore toutes les techniques liées à l'impression 3D, évitez les différents problèmes. Voilà. Donc n'hésitez pas à imprimer un petit peu plus gros pour qu'il y ait plus de volume. Par exemple, au niveau des doigts, si vous décidez de garder des doigts comme ça là-dessus, et je vous dis, c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien, moi à l'origine, mon design, notamment un de mes brouillons, j'ai pas du tout les mains. Je me suis dit, bon allez, là je suis en train de faire cette vidéo, donc maintenant en direct, autant faire les mains. Vous voyez, je change finalement d'avis. Et c'est ça le côté cool de la création, c'est que vous êtes libre de créer, finalement de changer d'avis au fur et à mesure. Bref. Je reviens là-dessus. Je suis désolé, je fais beaucoup de blabla, mais j'essaye vraiment de vous montrer les côtés positifs, justement, comme ça, de la création. Et donc, justement, éventuellement, les petites subtilités. Donc, vous voyez, j'augmente un tout petit peu les tailles ici, pour être sûr que j'ai assez de matière au niveau, donc, de mon modèle. Je vous rappelle, on fait donc une lampe. Donc, cette lampe va être, comment dire, vide, va être entièrement évidé, donc pas de remplissage à l'intérieur. Donc ceci pour ça, il faut quand même que vous ayez assez de filaments pour donner quand même une certaine rigidité. Alors bien sûr, les extrémités, c'est moins grave, mais faites pas des bras super fins, c'est-à-dire, je repasse en mode échelle, j'appuie sur Alt, je vous rappelle, pour faire une échelle progressive, faites pas quelque chose comme ça. Votre buse, votre imprimante, surtout en FDM, sera incapable d'imprimer quelque chose comme ça ici, de super fin. Alors bien sûr, ça finit très très fin, ça part large avant, aucun problème, mais faire une grande structure comme ça, je vous le garantis, vous courez à l'échec. C'est une obligation. Donc je fais un CTRL Z pour annuler. Donc voilà, faites-vous plaisir, ne prenez pas de risques, donc faites un truc un petit peu plus gros. Et si ce design pour vous marche très très bien, vous êtes super content, ben rien ne vous empêche de recommencer pour faire un nouveau design par la suite. Bref, donc je suis sur mon petit fantôme, voilà, devant, et maintenant on va commencer à faire un peu cette phase de sculpture. Alors avant de faire cette phase de sculpture, je vais vous parler un tout petit peu de paramètres ici, donc dans cette peau adaptive. Alors c'est un petit peu technique, mais c'est pour vous aider à mieux comprendre justement ce qui se passe, on va dire, derrière. Donc quand je fais cet aperçu, je vais me rapprocher un tout petit peu au niveau donc, de mon modèle. Vous remarquez ici, donc j'ai l'aperçu, j'ai un paramètre de densité, et en dessous, j'ai ce qu'on appelle une résolution en mode Dynamesh. C'est-à-dire que lorsque je clique sur Aperçu, je clique là-dessus, ZBrush Core ou ZBrush m'a généré un Dynamesh. Donc en gros, c'est cette technologie qui crée des voxels, ces pixels 3D, pour générer comme ça la matière. C'est très pratique, mais éventuellement, peut-être que pour commencer, c'est peut-être un petit peu trop dense, peut-être trop de polygones. Si vous voulez un petit peu moins de polygones, je quitte l'aperçu, vous pouvez très bien changer la résolution et la passer par exemple à 128. Alors vous remarquez, j'ai plein de couleurs rigolotes, différentes, assez en mode clown. C'est parce que je suis en mode ici, donc fil de fer, polyframe, et en fait ça m'affiche chaque couleur pour dire en gros c'est des groupes différents tout simplement. Enfin bref, je rentre pas dans les détails là-dedans, mais vous étonnez pas. Donc c'est ce bouton ici que j'avais activé donc juste avant. Je clique sur Aperçu, et là vous remarquez ici que j'ai justement donc cette donc peau qui est beaucoup moins dense. Regardez, tout en haut là j'ai 25 317 polygones. J'enlève l'aperçu, je reviens à 256. Je clique sur Aperçu, et là j'en ai 100 000. Je suis beaucoup plus dense au niveau de mon modèle. Alors c'est pas forcément très grave pour ZBrush Core, mais bon, est-ce que c'est forcément utile? Alors je vais vous dire oui et non. Dans certains cas, c'est pas utile, parce que ça fait plus de polygones, plus de matière à manipuler. Toutefois, regardez, je passe ici donc à 128 comme avant, et vous l'avez peut-être remarqué quand je l'ai montré brièvement avant, bah, c'est plus cool, j'ai moins de polygones. Regardez mes doigts ici. Vous avez vu? Les modèles, la résolution de ces pixels 3D étant plus basse, ces pixels 3D pour le volume sont finalement plus gros, pour reprendre tout le volume. Et ben, au niveau des doigts, ces pixels 3D, j'en ai un finalement qui se trouve un peu entre les deux ici. Donc ça m'a remis de la matière. J'ai pas un doigt qui est bien découpé. Donc pour corriger le problème, j'ai appuyé sur A ici, différentes solutions. Soit on augmente la résolution, soit en mode déplacement, on peut très bien écarter un petit peu les doigts. Alors, moi, je ne vous invite pas à le faire, parce que plus je vais écarter les doigts, regardez, je fais ça derrière, je vais créer forcément du surplomb. Alors, ma main, moi, elle me plaît bien, telle qu'elle est, peut-être un petit peu reculée, oups, excusez-moi,
donc le doigt ici, hop là, derrière, je vais finalement rester sur cette résolution un peu plus importante. Alors peut-être pas forcément 256 comme c'était avant, on va dire, allez, je vais faire 192. C'est bien les chiffres en deux, hein, les chiffres pairs, etc. Les 192, 168, etc. Enfin bref, là-dessus, j'appuie sur A, et vous voyez, mon doigt est beaucoup mieux. Par contre, on se rend compte que derrière, j'ai quand même cette espèce de côté très facetté. C'est pas très souple tout ça. Alors, je rappuie sur A. C'est dû à quoi? Regardez ma résolution, donc ici, donc l'aperçu à 192 ici, je la mets à 0. Et là, je clique sur aperçu. Regardez ce que j'ai. On voit en fait ce modèle qui ne fait plus que 2778 polygones et qui est finalement très facetté. J'affiche donc ce polyframe et voici ce que j'ai à l'heure actuelle. Là, dans le cas présent, je n'ai plus que des polygones classiques, les polygones, je dirais, en 3D, en basse résolution. Car à l'origine, les Z-sphères me permettaient de générer, donc justement, ces matières en basse résolution. Le Dynamesh, finalement, est une surcouche pour dire, bah, finalement, souvent les gens ils vont sculpter en Dynamesh par la suite, autant mettre du Dynamesh. Donc ZBrush Core et ZBrush le font automatiquement. Regardez cette densité. Si je la passe à 1, j'ai un modèle qui est quand même beaucoup moins dense. Par contre, si je la passe par exemple à 4, j'ai un modèle qui est visuellement beaucoup plus lisse. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. On va rester en mode Dynamesh 192. Parce que c'était bien comme valeur pour moi tout à l'heure, tout du moins. Et cette densité, justement, je vais l'augmenter. Regardez maintenant mon aperçu. Alors, j'ai enlevé mon filaire. Vous avez vu, c'est beaucoup plus lisse. Car en interne, ZBrush Core ou ZBrush, quand ils font l'aperçu, vont générer le modèle en basse résolution, appliquer cette valeur de densité, donc de lisser le modèle, et après va convertir en Dynamesh avec cette résolution. Alors ça, je vous disais que c'était un peu technique. Le but est de vous faire comprendre que on peut, comme ça ici, en jouant sur ces deux paramètres-là, avoir un côté très facetté ou très lissé, avec une résolution de Dynamesh plus ou moins importante. Alors, je vous rappelais tout à l'heure, je vous ai dit 1, c'est un aperçu. Maintenant, je voudrais le sculpter pour finir ce petit fantôme relativement simple. Donc, pour ce faire, vous pouvez cliquer ici sur créer une peau adaptive ou alors vous avez le passe-partout à retenir quand vous travaillez sur des objets qui sont numériques, c'est-à-dire pas de la sculpture brute, mais avec des paramètres comme ces Z-sphères qui sont finalement des formes mathématiques. Vous avez en haut ce qu'on appelle convertir en polymesh 3D. C'est un modèle mesh, c'est un maillage, on va dire, polygonal 3D. Donc on clique dessus. Et là, vous avez, maintenant, vous avez vu, hop, mes paramètres ici de peau adaptive ont disparu. Je suis sur un modèle polygonal, d'ailleurs, PM3D pour dire c'est un polymesh, donc un maillage polygonal 3D. Vous allez dire, oui, mais finalement, je voudrais modifier mes bras, là, j'aime pas trop cette base, je voudrais changer les choses. Comment je peux faire? Je voudrais revenir en arrière. J'appuie sur A, j'ai rien du tout. Attendez, j'appuie sur mon clavier, j'ai pas les paramètres. Vous vous rappelez, au tout début de la vidéo, j'allais dire, regardez, votre polysphère, elle est toujours présente. Regardez ici, j'ai la Z-sphère qui apparaît toujours ici. Je clique dessus, bah non, Thomas, c'est le même modèle. Regardez juste un truc, j'ai la peau adaptive ici, je clique sur ce PM3D, j'ai plus cette donc, peau adaptive. Je reviens dessus, je l'ai. Je peux l'ouvrir, allez, j'appuie sur A. Oh, mes Z-sphères sont de retour. Je clique sur PM3D, mon modèle sculptable est ici présent. Donc vous voyez, ZBrush, lorsqu'il m'a créé ce polymesh 3D, où si vous faites une peau adaptive, va vous créer un nouvel objet et gardera en mémoire donc vos Z-sphères toujours prêtes à l'emploi si vous voulez faire une autre version ou améliorer les choses. Et donc à chaque fois vous cliquerez sur convertir en polymesh 3D ou vous cliquerez dans donc, la peau, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Donc dans la peau adaptive, tu es où peau adaptive? Tu es ici, excusez-moi. Donc vous cliquez sur peau adaptive ou polymesh 3D, vous aurez toujours un nouveau modèle qui sera créé. Ça ne remplacera pas l'ancien modèle existant. Bref, je reviens là-dessus. Et donc je suis sur mon modèle donc, de petit fantôme, qui est donc maintenant entièrement sculptable, car j'ai un polymesh 3D, et je vais pouvoir prendre donc directement une brosse. Ça tombe bien, j'ai ma brosse clé build-up que j'aime beaucoup derrière. Je vais monter un petit peu la taille de ma brosse. Avec ma tablette, je vais commencer à sculpter mon petit fantôme. Par exemple, le dessous des bras qui est un petit peu bizarre, je vais peut-être pouvoir l'agrandir. Donc, quelques petits coups de brosse. Et là, c'est pas forcément... Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de sculpture. Le tout, c'est presque de faire une espèce de, vous voyez, de liaison progressive. Donc, au niveau de la forme. Mais pour rajouter un peu de matière, ça fait un espèce de petit bosselage. D'où toujours l'intérêt de tourner autour du modèle. Vous appuyez sur Alt, je vous rappelle, pour creuser. Et majuscule, si vous voulez lisser donc votre modèle. Vous voyez là-dessus, hop là. Si par exemple je veux faire au niveau des yeux de mon modèle, je peux très bien appuyer sur Alt, vous voyez ici, pour creuser. Voilà. Donc je vous rappelle que normalement un fantôme c'est en creux.
Et si vous voulez faire des petits yeux ou quoi que ce soit, ben, il n'y a pas de souci là-dessus. La bouche, donc j'appuie sur Alt. On va faire un fantôme sympa, tant qu'à faire, on va le faire sourire. Voilà, un petit coup de lissage. Donc vous voyez, là, je commence à avoir quelque chose. Alors, vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit, on s'occupait du bas qui est arrondi, on va faire quelque chose de plat. Pour faire quelque chose de plat, en fait, on va tricher. Il n'y a pas moyen de couper, on va dire, tel quel dans ZBrush Core, notamment. ZBrush est différent, mais ZBrush Core, c'est un peu plus compliqué. Enfin, je dirais, il n'y a pas la fonction, on va dire, derrière. Il faut dire faire un petit contournement qui n'est pas du tout compliqué. Et surtout, c'est très important de le savoir parce que ça sert pour plein de choses différentes. Donc, pour aplatir la base, il y a deux solutions. Soit on prend une brosse comme la brosse Tridynamic, on se met en dessous, avec une taille de brosse un petit peu plus grande. Et là, quand vous allez cliquer dessus, vous voyez, ça aplatit donc le modèle. Donc ça, c'est une brosse qui est cool parce qu'elle a tendance à aplatir. Mais vous voyez, ça aplatit visuellement, mais ça ne me fait pas un truc super plat. Donc il faut essayer au fur et à mesure d'aller là-dessus. On change, c'est pas forcément la solution la plus efficace. Donc je fais des CTRL Z pour annuler. J'étais un petit peu trop loin. Une solution qui est très bien, c'est en fait de faire une échelle locale. On va écraser les polygones sur eux-mêmes. Alors, tout à l'heure, vous vous rappelez, j'ai quitté le mode perspective pour passer en mode orthogonal. C'est ce bouton ici. Donc, je reste bien en mode orthogonal. Il doit être désactivé. Et si j'appuie sur CTRL, vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo d'introduction donc à ZBrush Core et à ZBrush, CTRL permet d'appliquer un masque. Donc, vous voyez, je peins finalement une espèce de zone noire, alors peut-être un peu plus petite. Hein. Donc ici, CTRL, vous voyez là-dessus. L'intérêt du masque, c'est que si je prends une brosse de sculpture, vous voyez ici, ça me protège, ça verrouille tous les polygones qui sont masqués. C'est-à-dire, oui, mais là, sur les côtés, ça ne protège pas. En fait, ça protège de façon progressive. Si c'est masqué à 100%, donc l'intensité maximum, ça protège à 100%. Mais votre brosse ayant un dégradé entre le centre et l'extérieur, eh ben, ça va créer un masque à 80%, 60%, 40%, 20% et 0% d'intensité. Donc, ça va déformer à 20%, 40%, 60%, 80%. Donc, c'est pour ça. Donc, ces masques-là sont très pratiques. Et là, ce que je vais dire à ZBrush, eh ben, je vais tout masquer sauf la base. Et en fait, je vais faire comme dans Photoshop, par exemple, pour ceux qui connaissent Photoshop, je vais faire un rectangle de sélection pour dire toute la partie haute. J'appuie sur CTRL, toujours pour le masque. Je laisse mon doigt sur CTRL et je pars de l'extérieur. Et quand je fais ça, j'ai un rectangle comme un rectangle de sélection. Vous voyez à peu près ici, qui correspond à un masque. Et quand je vais relâcher le curseur et après la touche CTRL, ça va masquer tout le haut, sauf la base. Donc c'est-à-dire que si je sculpte, vous voyez, eh bien, la base est modifiable, mais pas le haut. Le haut est protégé. Si maintenant je prends mon manipulateur, donc de déplacement ici, regardez, si je fais une échelle verticale, donc en cliquant sur cette espèce de pavé vertical, vous avez vu, regardez ici, je fais une échelle comme ça verticale. Moi, ce que je voudrais, c'est que tous les polygones sur la bordure ici, ils s'écrasent directement les uns sur les autres. Alors, le problème, c'est que vous voyez, mon échelle se fait par rapport au centre ici, donc de ce manipulateur, ce gizmo 3D. Je voudrais le déplacer là. C'est très simple. On clique sur le petit cadenas, ici. Et quand on clique sur le cadenas, donc, regardez, excusez-moi, lorsque le cadenas est activé, en fait, on déplace toute la sélection. Donc forcément, mon fantôme, lui, étant verrouillé, ça ne bouge pas le fantôme. Par contre, ça bouge tout le reste. Mais je voudrais, moi, c'est déplacer donc, ce gizmo sans déplacer le fantôme ou des parties non masquées du fantôme. En cliquant sur le petit cadenas, maintenant, en fait, ça me déverrouille directement donc, ce gizmo des autres opérations. Et une fois que j'ai terminé, je reclique sur le petit cadenas. Il y a un raccourci clavier, j'appuie sur Alt. Vous avez vu, j'appuie sur Alt sur le clavier, on voit le petit icône du cadenas qui se verrouille, se déverrouille. Donc j'appuie sur Alt, je peux très bien le modifier, je rappuie sur Alt, maintenant il est verrouillé. Donc en mettant juste à la bordure de mon masque, si maintenant je fais mon échelle, vous voyez ici en plusieurs fois, il faut le faire en plusieurs fois, ça va m'écraser tous les polygones de mon modèle directement à plat. Donc effectivement, c'est un petit contournement. Ce n'est pas une fonction par défaut de dire je découpe, mais ça a le gros avantage de justement aplatir des polygones. Alors il y a d'autres façons d'aplatir dans ZBrush Core, je ne voudrais pas rentrer dedans avec Transpose notamment, qui est une fonction on peut, on va dire, clipper, c'est-à-dire donc aplatir les polygones comme ça derrière. Mais je ne rentre pas là-dessus, gardez-le dans un coin de votre tête. Donc voilà, donc je suis là-dessus. Donc maintenant j'ai une partie basse qui est écrasée, qui est toute plate, mais qui, en fait, je peux la sculpter, mais pas le reste. Donc comment je fais pour enlever ce masque? Je repasse en mode dessin, CTRL enfoncé, et je fais un clic glissé dans le vide. Et ça va automatiquement m'enlever ce masque. Vous vous rappelez peut-être, pour ceux qui ont fait la vidéo d'introduction à mes autres projets, lorsqu'on met à jour le Dynamesh pour resculpter le modèle, CTRL, clic glissé dans le vide, ça met à jour le Dynamesh.
c'est exactement le même raccourci. Sauf que s'il y a un masque, ça enlève forcément le masque. Donc c'est aussi pour ça, quand vous mettez à jour votre Dynamesh et il ne se passe rien au premier coup d'œil, peut-être que vous avez un masque quelque part, vous l'avez oublié, et donc finalement vous avez fait enlever le masque. Donc faites-le une deuxième fois, et votre Dynamesh se mettra à jour. Donc vous voyez ici, hop, là j'ai tous mes polygones qui sont écrasés. D'ailleurs justement, ce que vous ne vous rendez pas trop compte, c'est que là j'ai plein de polygones qui sont les uns contre les autres. Donc ce que je peux faire, c'est justement, CTRL, clic glisser, et mettre à jour mon Dynamesh. Alors géométrie, est-ce que je ne suis pas en mode Dynamesh? Vous voyez, j'ai fait un peu la bêtise. Donc j'étais en 192 de résolution, hop là, je passe en mode Dynamesh, et vous voyez, ça m'a recalculé directement ma forme. Alors, maintenant que je suis ici, je vais en fait un petit peu améliorer ma sculpture, la rendre un petit peu plus détaillée. Pas trop, ça reste un fantôme, c'est relativement flou, mais autant donner un truc un peu plus simple. Alors justement, ma résolution était un petit peu douce à 192, je vais sûrement devoir l'augmenter pour avoir une meilleure qualité. Je vais prendre ma brosse dame standard qui, si vous vous en rappelez, permet de rajouter, vous voyez, des détails comme ça ici, des choses qui sont relativement fines. Donc par exemple, là, je voudrais ici, au niveau du bras, faire un espèce de petit pli, comme ça, sur le dessus. On peut le faire en plusieurs fois si vous voulez, si vous ne vous sentez pas à l'aise, un petit coup de lissage, et puis voilà. La bouche, vous voyez, faire un petit, la marquer un petit peu plus, voire un truc plus sympa sur le côté. N'oubliez pas que si vous voulez faire quelque chose de moins symétrique, vous voyez, j'annule. Donc pour aller jusqu'au sourcil. D'ailleurs, ça va enlever les bras. Bref, peu importe. C'est pas un problème pour moi. J'enlève ma transformation symétrie. Et je peux très bien faire, excusez-moi, hop, avec Alt enfoncé ici. Et puis faire un truc comme ça ici. Vous voyez, hop là, un ici, un là. Et puis, pourquoi pas, creuser plus l'œil ici. Et puis... vous voyez, donc jouez vraiment là-dessus si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de garder la symétrie. Si vous êtes vraiment débutant, je vous conseille de garder votre symétrie le plus possible. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise et à la fin, éventuellement, faire des petites modifications. Mais là, tant que vos doigts, vos mains, etc. ne sont pas bien faites, autant rester sur du simple. D'accord? Donc transformation. J'active la symétrie. Et là, je vais dire finalement, oui, je manque quand même de qualité, je voudrais un petit peu plus de polygones pour que ce soit un petit peu plus fin. Même si mon imprimante FDM n'est pas très précise, c'est quand même capable de faire des détails, je dirais, d'une hauteur de 100 microns, c'est quand même un dixième de millimètre, avec 0,4 mm de diamètre, donc c'est quand même relativement fin, surtout si on imprime en grand. Là, vous imaginez, cette version-là, je vais la faire pour donc une base de 10 cm, ça va faire donc peut-être 20 cm de hauteur. Et bien là, les détails, vous allez les voir. Donc, n'hésitez pas à dire, bah tiens, je vais passer une résolution, effectivement, peut-être 256, 260. Je mets à jour le Dynamesh, et là, rien n'a changé. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que le Dynamesh va mettre à jour votre modèle que si vous l'avez modifié. Là, tout à l'heure, je l'ai modifié, mais j'ai tout annulé. Donc, en fait, pour ZBrush Core ou ZBrush, il ne s'est rien passé. Faites juste un petit coup de lissage quelque part si vous voulez, comme ça là-dessus. Hop, je mets à jour. Et là, je sais pas si vous avez vu au niveau de l'écran, ça s'est mis à jour. D'ailleurs, j'annule 50 000 polygones, je mets à jour. J'ai presque 2 fois plus de polygones. Donc, à vous de voir s'il y en a assez ou pas. Attention, j'insiste toujours là-dessus. Si vous avez assez de polygones, vous avez une qualité qui est relativement bonne à cette résolution-là, ça ne sert à rien d'en mettre plus. D'accord ? C'est pas ce qu'on dit qui peut le plus, peut le moins, non, parce que plus vous avez de polygones, plus ça va demander des performances, plus ça va être compliqué, etc. Donc à vous de voir, de trouver la résolution. Moi je sais que en ce qui me concerne, mon modèle ici manque un tout petit peu quand même effectivement de polygones, c'est pas assez fin. Donc moi pour mon modèle, 264 c'est pas assez, donc j'ai peut-être passé à peu près les 320. Regardez, je suis à 95 000, je passe à 140 000. Donc là maintenant, j'appuie sur Alt. Là, j'ai quelque chose de bien. Vous voyez, ça me paraît assez nécessaire. Je vais juste appliquer un petit peu lissage pour tout mon modèle, parce qu'on a toujours, vous voyez, les faces donc d'avant qui sont visibles. Ce côté un petit peu facetté. Et là, ça ne paraît pas, mais votre imprimante va être capable de voir justement ces espèces de déformations. Donc, n'hésitez pas à les lisser au fur et à mesure. Vous voyez, hop, un petit peu partout, pour rendre votre modèle un petit peu plus souple. Voilà. Et à partir de là, on va pouvoir finaliser donc ce modèle ici en faisant donc ces petites marques. Donc par exemple avec Dame Standard, je vais marquer un tout petit peu plus, vous voyez les doigts ici. En fait, pas forcément quelque chose je dirais de super détaillé et tout. Hein. Vous pouvez très bien, vous voyez, faire un truc comme ça ici. Alors, hop là, ici, hop là, là-dessus, vous voyez comme ça sur la main. Vous vous rappelez donc au niveau de l'œil, j'ai peut-être un petit peu creusé, vous voyez en dessous pour plus démarquer.
Donc le contour à l'intérieur, excusez-moi, dans l'autre sens, voilà là-dessus. Alors attention à ne pas le faire trop marqué, car n'oubliez pas, vous aurez aussi des fois des surplombs. Si par exemple je décide de creuser ma bouche, vous voyez comme ça, à l'intérieur, ça peut être sympa, mais regardez ici, j'ai un super aplat. Donc cette zone-là, l'imprimante va être capable de l'imprimer normalement. Mais en interne, est-ce que vous rajoutez peut-être des éléments, enfin votre slicer, pour justement aider à faire le surplomb. Donc vraiment, essayez de garder un truc, je dirais, simple. Voilà. Essayez de garder en mémoire ce côté un petit peu comme ça, surplomb. Hop là, un petit coup de lissage. Je vous rappelle tout à l'heure, j'ai fait ça donc sur le côté, comme ça ici. Alors ça fait un petit peu moustache, mais si vous voulez faire une moustache au niveau de votre, voilà, de votre petit fantôme, on fait un truc rigolo. Donc faites-vous plaisir. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà, vous voulez faire un petit nombril ou quoi que ce soit, ou comme j'ai fait mon petit lapin, une petite croix dessus. Enfin, à vous vraiment de faire ce que vous voulez au niveau donc de ce petit fantôme. Donc vous voyez sur le dessus, là maintenant je vais un tout petit peu, vous voyez, marquer les plis. Alors attention, ma partie ici n'est plus symétrique. Vous voyez là-dessus, donc j'enlève la symétrie pour éviter d'avoir des déformations un petit peu bizarres. Voilà là-dessus. Hop, vous pouvez très bien faire un petit pli si vous voulez. Vous pouvez très bien faire une pointe un peu plus marquée. Vous pouvez aussi prendre, donc dans la palette des brosses, vous avez votre brosse donc Move. Donc n'hésitez pas à regarder les autres brosses ici présentes. Move et hop, vous voyez, pour faire une petite pointe comme ça ici. Une brosse un petit peu plus grande. Vraiment, n'hésitez pas à... Vous voyez, maintenant, on n'a plus la symétrie. Donc faites-vous plaisir. Allez là-dessus. Et ça, l'imprimante n'aura pas de problème de surplomb pour ce genre de choses. Il n'y a pas de grandes difficultés, de grandes problématiques. Vous pouvez aussi, donc, à ce niveau-là, dire, bah tiens, hop. Vous voyez, jouer là-dessus. Donc, si vous voulez, hop, un petit coup donc de dissymétrie. Ou alors rester, parce que finalement, j'aimais bien le côté symétrique, ce petit fantôme. Il a un petit côté youpi. Comme ça, avec la petite moustache. Je vous cache pas que j'avais pas du tout anticipé le fait de faire une moustache là-dessus, mais c'est ce que j'aime, voilà, c'est qu'on peut vraiment... Ah, vous voyez, si je coupe... Enfin, juste pour finir ma phrase, c'est que voilà, il y a cette liberté, je vous dis encore, j'insiste là-dessus, mais de faire votre petit délire. Et là, vous avez vu, il me dit, attention, il y a un message. Lisez bien les messages dans les logiciels, c'est pas « Ah, mon Dieu, il y a une erreur !» Non, c'est pas une erreur, ça vous informe. J'ai annulé 26 étapes. Il me dit, attention, si vous cliquez sur pour sculpter quelque chose, si vous avez annulé, vous l'avez perdu. Donc, est-ce que vous êtes sûr? Bah oui, je suis sûr parce que je reviens en arrière. Donc voilà. Alors, le petit truc, c'est que vous pouvez aussi donc, faire des petits... voilà, un petit machin derrière. Alors, hop, une petite hélicoïde. On va, hop, la creuser donc au fur et à mesure. Voilà, là-dessus. Hop, là-dessus. Vous voyez, hop. Sachant que j'ai plus la symétrie, maintenant, voilà, je peux vraiment donner ces petites, voilà, petites touches un petit peu différentes. Voilà. Si vous voulez, je ne sais pas, moi, faire une petite couture derrière, vous pouvez très bien, vous voyez, hop là. Faites-vous de petits designs, il n'y a pas de vraiment, j'insiste là-dessus, mais... Vous voyez, petite couture comme ça. Ça va se voir au niveau de l'éclairage, c'est ça qui est relativement sympa. Donc moi, j'annule, je ne vais pas le faire, je reste là-dessus. Alors, maintenant, on va dire que mon design est terminé. Ou alors, vous pouvez dire, bah tiens, je voudrais peut-être un peu gonfler mes doigts. Vous voyez là-dessus. Hop là. Je prends cette brosse Inflate pour me les gonfler. Tiens, finalement, plutôt là-dessus sur le dessus. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à revenir en arrière, à modifier, à faire vraiment des choses comme vous l'imaginez. Faites vraiment... voilà, je suis désolé, je me répète énormément. Mais crotte, on est là pour faire du créatif. Soyez créatif, hein, vraiment lâchez-vous. Alors, maintenant, voilà, mon petit fantôme. Je suis content de mon résultat. Et je vais passer donc à la phase suivante de l'impression. Alors, un tout petit truc. Je sais pas si vous avez vu ici, là, j'ai des petites déformations. J'affiche mon maillage. Espèce de forme. Donc, n'hésitez pas à faire un petit coup de Dynamèche. Hop là, c'était mis à jour. Et je suis content. Vous pouvez faire ce que moi, je fais très souvent. J'ai ce clé polish. Cette fonction qui va lisser... comme ça, donc directement le modèle. Alors attention, ce clé polish, il a tendance à vous manger les formes. Donc vous voyez ici, il m'a poli, c'est un côté design très sympa, c'est beaucoup plus souple, mais vous voyez, j'ai perdu de mes détails. Donc n'hésitez pas vraiment à jouer sur certains paramètres. Vous voyez ici, là, il y a ce côté tranché, donc au niveau des angles, alors plutôt le laisser à 10. Vous voyez là-dessus. Ou là, voilà, on a un truc, il m'a quand même gardé ces faces-là. Hop,
un petit peu comme ça là-dessus, et on a un truc qui est différent. C'est vraiment à vous de voir hein, si vous aimez ce genre d'effet un peu plus stylisé ou pas du tout. Alors attention, je ne sais pas si vous remarquez, c'est un petit peu gris, parce qu'en fait ça vous appliquez un masque à donc, ces différents endroits. Donc j'enlève mon masque, et vous avez vu maintenant mon modèle est mieux. Un petit coup de lissage à cet endroit-là. Je vais faire quelques petites corrections. Donc vous voyez mon petit tuto qui était sur un petit fantôme, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je fais. Hein. Vraiment j'insiste par rapport à tout ça. Mais vous voyez que au fur et à mesure de la création, eh ben, j'ai changé la direction. Entre le brouillon notamment que j'avais du petit fantôme que j'avais fait au préalable et ce que j'ai maintenant, eh ben, j'ai quelque chose qui n'a plus grand chose à voir. Voilà, donc voilà, c'est le côté vraiment créatif. Hop là, là-dessus, je fais mes contours de doigts. Et c'est mon gros problème, c'est que souvent quand je suis parti dans ces phases de création, eh ben, je ne m'arrête pas. Voilà, donc ça me paraît bien là-dessus. J'ai un design qui est plutôt cool. Je vais faire un petit coup de lissage et des petits aplats, vous voyez ici, qui ont été générés par cette fonction clé polish. Donc je le fais un peu rapidement. Car vous voyez, vraiment j'enregistre tout, je ne triche pas là au niveau de l'enregistrement, à faire des choses un peu dans votre dos, on va dire derrière. Hein. Je fais vraiment ça voilà, sans surprise. Alors je vais juste un peu creuser quand même le contour ici. Hop là, très légèrement. Voilà. Donc, voilà. Mon petit fantôme est terminé pour la sculpture. N'hésitez pas à aller dans le menu donc fichier et d'enregistrer votre petit fantôme, ça peut vous être utile. Voilà, donc n'hésitez pas, on ne sait jamais, faites des sauvegardes incrémentales, c'est-à-dire n'écrasez pas votre fichier existant, mais faites mon fantôme -bas 01 et la fois suivante quand vous enregistrez, vous ferez mon petit fantôme -bas 02, etc., etc. Alors, il est maintenant temps de préparer donc, le modèle pour l'impression 3D. Alors, l'impression 3D va consister en différentes étapes. La première, ça va être déjà de mettre l'objet à la bonne taille. Ensuite, l'optimiser et bien évidemment l'exporter. Alors, n'oubliez pas une chose. Notre modèle, on va devoir l'exporter finalement en deux tailles. Car je vous rappelle, j'ai fait donc deux versions. Une version en grand et une version en petit. Alors, au niveau donc de ces tailles, alors un petit truc à savoir quand même, ZBrush et ZBrush Core sont à l'origine des logiciels plutôt d'illustration. On travaille avec ces brosses, etc. C'est pas un logiciel de conception au sens CAD du terme, strict CAO, etc. Donc la notion des tailles est un petit peu, je dirais, différente. C'est pas compliqué, il faut juste approcher ça d'une façon un petit peu différente. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais donc déjà créer un gabarit correspondant aux lampes que j'ai. J'ai deux lampes, une qui fait 10 cm de diamètre par 2 de hauteur, et une autre qui fait donc 4 cm de hauteur par à peu près 2 de hauteur, plus la petite flamme qui se trouve au milieu. Donc, je vais simplement créer des cylindres base qui vont faire donc 10 par 4, et, enfin 10 par 2 et donc 4 par 2. Voilà. Alors, si vous regardez bien, tout en haut, donc de ma palette Tool, j'ai ici le cylindre 3D. Alors si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur le gros icône ici et vous avez à cet endroit-là le cylindre 3D. D'accord? Donc c'est la même chose, hein, c'est le même en fait ici. Hein, d'accord? Donc je clique dessus ici ou à l'intérieur, c'est pareil. Vous voyez, il est grisé pour dire c'est celui-là qui est actif. Je suis maintenant en possession, on va dire, d'une primitive 3D, c'est-à-dire une primitive. Vous vous rappelez sur les Z-sphères, ce que je vous disais, c'est un objet qui est mathématique, etc. C'est pareil pour ces primitives. On va être capable, alors je vais juste masquer les subtools, la géométrie, et tout en bas, vous avez ce qu'on appelle l'initialisation. Ce sont les paramètres de cette primitive. Alors je vais afficher le fil de fer, le polyframe, et là vous avez des paramètres comme par exemple la taille X, Y, les divisions verticales, horizontales et tout ce qui va derrière. Alors je vais rester à 32, soyons fous hein, là-dessus. Et des paramètres intéressants. C'est mathématique, on peut faire une pointe ou alors on peut avoir un rayon interne. Donc voilà, c'est les petites subtilités là-dessus. Alors je pourrais très bien dire, tiens, moi je voudrais que d'un côté ça fasse 10, et puis en Y, qui en fait la hauteur dans ce cas-là, ça fasse 2, et 10 ici. Alors je me suis même trompé d'ailleurs, en fait c'est 10, hop là, par 2, excusez-moi, à cet endroit-là. Et là j'ai un petit machin. Bon, d'accord, c'est bien, sauf que en impression 3D, on travaille en millimètres. Donc non, c'était très bien, j'avais du 100 par 100 par 20, d'accord? Donc vous voyez, on peut rentrer des valeurs. Sauf que là, en fait, il y a une petite subtilité. Vous avez vu, j'ai rentré 100, mais regardez, ma glissière est au maximum. Ces valeurs-là, en fait, ça va de 0 à 100, tout simplement. C'est en gros de 0% à 100% la taille de l'objet.
D'accord? Donc c'est voilà, c'est une contrainte, ça marche comme ça. C'est-à-dire comment je fais pour avoir des valeurs en millimètres, etc. Alors, la première chose, c'est que déjà, j'ai à peu près fait une primitive qui correspond grosso modo à la forme que je vais avoir comme gabarit. Ma lampe est un cylindre. D'accord? Première chose à faire, c'est la convertir en Polymesh 3D. Regardez, si je clique, je suis en mode dessin pour sculpter dessus, tout de suite j'ai un message qui me dit 1, si vous voulez activer la sculpture, il faut convertir cette primitive en Polymesh 3D. Donc, je vais tout en haut, convertir Polymesh 3D. Vous vous rappelez tout à l'heure, lorsqu'on est passé de ces Z-sphères en quelque chose de sculptable, je vous ai parlé de se convertir en Polymesh 3D. Je clique OK, ça m'a créé ce PM3D underscore cylindre, le chiffre, etc. derrière. PM3D comme Polymesh 3D. Donc j'ai maintenant mon cylindre. Alors, pour vraiment gérer la taille, si vous allez dans Géométrie, vous avez tout en bas, alors je vais enlever le clé polish ici, vous avez Taille. Et là, ça vous indique vraiment la taille du modèle, pas en pourcentage, vraiment la taille. Et vous regardez cette taille, alors vous oubliez les approximations après la virgule, fait à l'heure actuelle 2 par 0,4 par 2. Non, moi je voudrais 100 par 20 par 100. Alors, un truc qui est très important de prendre en tête, ZBrush Core et ZBrush, donc ce sont des logiciels qui n'aiment pas travailler avec des objets qui sont très grands ou très petits en termes de valeur numérique. C'est-à-dire avoir 100 pour ZBrush Core et ZBrush et des grands objets. Alors on peut travailler là-dessus, mais notamment vos brosses, votre curseur de brosse sera tout petit par rapport à l'objet, parce que votre brosse elle est constante par rapport, on va dire, à l'univers. D'accord? Alors le truc c'est, on va travailler plutôt en disant, j'ai travaillé finalement en millimètres, donc en 100, mais c'est trop grand. En fait on va travailler en centièmes. C'est-à-dire, je vais dire, tiens, je veux que ça fasse 1 par 0,2. Et je vais multiplier par 100 mon opération. Voilà, Thomas, je suis perdu. Regardez bien. Alors j'oublie cette taille XYZ qui est une taille globale. Moi je veux donc en X, je veux que ça fasse 1. Je veux que en taille verticale ça fasse 0,2. D'accord? Et en Z, ça fasse, pardon, pas 2, ça fasse 1. D'accord? Donc j'ai bien ma forme ici de cylindre qui fait 1 par 0,2 par 1. Et regardez, tout en bas, on a la palette d'exportation avec un facteur d'échelle. Et je vais mettre par 100. En fait, ce facteur d'échelle va être capable, dans ZBrush Core, de multiplier toutes les valeurs que l'on rentre numériquement par 100. Pour vous montrer, regardez ici, donc mon objet fait bien donc 1 en taille X. Vous oubliez les virgules. Regardez maintenant, si je passe en mode déplacement, et là, je ne rentre pas dans les détails, vous cliquez sur cette icône-là pour désactiver le gizmo 3D. Ça fait apparaître à la place cette espèce de ligne qui est ici, qui s'appelle transpose. En fait, transpose sert aussi à faire des déplacements et des opérations d'échelle de rotation. C'est l'ancien système, c'est très utile, mais là, je ne vais pas vous embrouiller là-dessus. Je m'en vue dessus, et je vais cliquer en faisant un clic glissé du point supérieur, regardez ma ligne, ça crée une nouvelle ligne, et je vais aller au point à l'opposé, et hop, ça s'est accroché. Et regardez tout en haut, j'ai, vous voyez mon échelle ici, je croyais que j'ai tapé 100, hop là, excusez-moi, je l'avais mal fait. Donc je vais recommencer mon opération. Les aléas de l'enregistrement en direct, voilà là-dessus. Regardez bien ici, entre ce point-là et ce point-là, regardez tout en haut ici, j'ai 99,999. Si on arrondit, j'ai 100 unités. D'accord? Pareil en largeur, hop, j'ai 100 unités. Et en hauteur, si je me mets sur le côté ici, peu importe, je prends un point et sur la hauteur, j'ai 19,998. On arrondit, j'ai 20 unités. Donc voilà, pour vous dire que je vous conseille, quand vous rentrez des valeurs, c'est un petit peu le petit truc un peu technique, travailler sur des unités de petite taille, mais n'hésitez pas, pour vous y retrouver dans vos différents paramètres, à prendre dans le paramètre d'exportation l'échelle et multiplier par votre ratio. Moi, je travaille systématiquement comme ça. Je travaille toujours au centième de millimètre, parce que c'est des tailles qui sont confortables dans ZBrush, tout simplement. Voilà, donc un peu technique. Bref, j'ai mon gabarit comme ça ici. Dans les subtools, je vais le renommer. Je vais l'appeler en 100 par 20. D'accord? C'est ma taille. Et je vous rappelle que justement, j'ai aussi cette petite loupiote que j'ai à côté. Et donc cette petite loupiote, je l'ai aussi, elle, en donc 40 par 20. Alors regardez, je repasse en mode gizmo, comme ça ici, parce que ça ne me sert à rien de partir autrement. On se dit, oh, par contre, mon gizmo, il est tout tordu. Pourquoi? Parce que avec ma ligne transpose, donc cette ligne que j'ai donc ici, en fait, ça s'est aligné par rapport à l'élément que j'avais cliqué avant. Donc si je remets ma ligne transpose comme ça ici, je repasse en mode gizmo, vous voyez, il est bien aligné. Mais si pour raison X ou Y, il est comme ça, vous voulez l'aligner derrière, regardez ici, il y a ce petite flèche tournée ici de rotation. On appuie sur Alt, vous voyez, ça me débloque le gizmo comme tout à l'heure. Je clique sur la flèche et hop,
ça m'a réinitialisé le gizmo. Regardez ici, il y a même le petit truc de home, comme sur les cartes. Vous cliquez dessus, ça me le centre au modèle. Toujours Alt enfoncé. Ou alors vous cliquez sur le petit icône pour vraiment transformer que le gizmo. Bref, j'ai donc mon élément ici qui est très très bien. Je vais en faire une copie, je duplique. Donc les deux sont l'un sur l'autre. Je le déplace hop, sur le côté pour avoir comme ça les objets côte-côte. Et celui-là, je vais le renommer en, donc, pardon, excusez-moi, 40 par 20. D'accord? Donc j'ai mes deux modèles de gabarit. Sauf que celui-là, il faut que je le redimensionne. Donc je vais comme tout à l'heure dans géométrie. Et là, au lieu de faire donc 1 multiplié par 100, je vais faire 0,4. 0,4, hop, ici par 0,2 par 0,4. Et j'ai donc mon élément qui fait 4. Si je reprends comme tout à l'heure mon déplacement ici, je zoome, hop là, j'ai donc mon modèle qui fait 39,999 machin, donc j'ai bien mes 40. Ok, je repasse en mode gizmo et je suis donc là-dessus. Donc là, j'ai mes deux gabarits. Maintenant, ce qui va me rester à faire, ça va être d'amener mon fantôme dans cette nouvelle scène que j'ai créée et de le redimensionner pour qu'il corresponde justement donc à ces deux cylindres. Alors, pour ce faire, je vais simplement dans cette palette des subtools, ces sous-objets, aller chercher, ajouter. Excusez-moi, j'étais un peu rapide. Et là, vous avez votre petit fantôme PM3D. On aurait pu le renommer avant, en fantôme par exemple. Je peux sélectionner et hop, directement, il apparaît. Il apparaît dans ma scène. Je vais le sélectionner. J'enlève mon filaire là qui ne me sert à rien dans l'immédiat. Hop là. Et je peux donc, vous voyez, le déplacer. Et hop, ça tombe très bien. Vous avez vu, j'ai mon cylindre qui est juste en dessous. Hop, je peux le déplacer comme ça là-dessus, voire faire une échelle. Alors, pour l'agrandir, oups, excusez-moi, j'étais sur la rotation. Hop là, là-dessus, pour être au plus proche de la lampe ou voir un peu plus de marge. Libre à vous de, si vous voulez avoir beaucoup de marge autour de votre modèle. Alors si des fois vous avez du mal à voir, vous pouvez aussi sur le côté en dessous donc du polyframe, vous avez la transparence. Et vous avez vu, on a le cylindre qui apparaît en transparence. Donc on peut voir ça tout autour. Comment il apparaît? Ben moi ça me paraît nickel, quelque chose comme ça. D'accord? Alors, avant d'aller plus loin, j'ai un critère à prendre en compte sur l'impression 3D. Là, ça fait 10 de large. Il faut que je prenne en compte du volume maximum dont est capable, enfin, que mon imprimante est capable d'imprimer. Donc, moi, sur la Creality CR10S que j'ai, je peux passer, donc, faire du 30 par 30 par 40 cm. Donc, j'ai vraiment de la marge. J'ai aussi une Ender 3 qui fait 22 par 22 par 25. Ah, 25, c'est déjà un petit peu plus léger. Donc, mon fantôme, quelle taille fait-il à l'heure actuelle, en prenant en compte la taille que j'ai ici, donc du gabarit de ma lampe que je vais avoir à l'intérieur. N'oubliez pas que la base en dessous, on va la couper, on va la faire disparaître pour garder que la coque extérieure, pour mettre la lampe forcément dedans. Si tout est fermé, on peut pas mettre la lampe. D'accord? Alors, au niveau donc de cette longueur-là, comme tout à l'heure, j'enlève donc mon gizmo et je prends ma ligne transpo, je fais un clic glissé et je vais jusqu'en haut, là, à peu près, hein, ici, hop là. Et vous voyez que ma hauteur fait 202. Mon imprimante, notamment la Ender 3, fait 250 mm de hauteur. J'ai 5 cm de marge, à peu près. J'ai de la marge. Donc, je vais pouvoir comme ça imprimer. Mais vérifiez bien cette hauteur-là, c'est super important. D'accord? Donc, je reviens sur mon gizmo. Hop là. J'appuie sur Alt au passage. Je le réinitialise en cliquant sur la rotation. Donc, cette version ici donc, de mon petit fantôme, elle est faite. Elle est nickel. Je vais dupliquer mon petit fantôme. Hop, excusez-moi, celui-là, je vais le renommer. Donc, fantôme underscore 100 et le petit, donc celui que j'ai dupliqué qui est à côté, hop, je peux le déplacer là-dessus, je vais le renommer en fantôme underscore 40, voilà là-dessus, et je vais donc comme tout à l'heure le redimensionner, faire l'échelle. Vous avez vu là mon gizmo est pas au bon endroit, comme tout à l'heure j'appuie sur Alt pour débloquer et je déplace comme ça mon gizmo au niveau du modèle. Donc je peux très bien hop le redéplacer comme ça là-dessus, faire une échelle donc au niveau de ma petite lampe, positionner à peu près grosso modo donc au niveau du modèle. Alors il y a un petit truc que je vais faire par rapport à cette lampe là. Alors la base est assez haute, elle fait un peu plus de 2 cm, elle fait à peu près 2,3 cm si je ne me trompe pas. Donc en gros, c'est à peu près, elle va arriver à cette hauteur ici, et la LED va se trouver à cet endroit-là. Donc c'est une petite forme. Le problème, c'est que ma LED, elle va éclairer là, mais ça va faire de l'ombre directement en dessous. Donc si je colle vraiment mon cylindre par rapport à la base, donc sur le côté du modèle, ou à l'avant, soit dans l'autre sens, finalement, pas beaucoup de lumière va arriver. Donc si j'ai un peu de marge, je peux faire un peu plus grand, n'hésitez pas à faire une échelle un tout petit peu plus grande. Voilà, donc c'est un détail, mais pourquoi pas. Donc je suis là-dessus, ici, et hop,
Donc j'ai mes deux modèles qui ont été donc voilà à la bonne taille pour ma petite lampe et ma grande lampe. J'enlève ma transparence qui ne me sert plus à rien. Et donc ma scène maintenant est, on va dire, prête d'un point de vue structurel au niveau de la taille donc, de mes modèles. Donc n'hésitez pas à enregistrer à ce niveau-là, bien évidemment. Ces gabarits ne me servent plus à rien maintenant. Alors si juste un truc quand même, n'hésitez pas quand vous mettez vos gabarits à bien tourner autour pour être sûr que ça ne dépasse pas sur l'arrière ou quoi que ce soit, qu'il n'y a pas d'interpénétration avec d'autres parties du modèle. Ce serait un peu problématique si ça ne rentre pas et vous rendez compte ça une fois l'impression terminée. Donc c'est OK. Je vais supprimer donc ce cylindre-là et le deuxième. Attention, ce n'est pas annulable comme opération. Il vous prévient. Donc vous êtes sûr de confirmer. OK là-dessus. Supprimer. OK. Donc mes deux fantômes sont faits. Petit problème, c'est que mes fantômes font 280 000 polygones pour arrondir. C'est relativement lourd et en fonction de votre machine, ça peut, pour certains slicers, certains autres logiciels, poser problème. Et ça sert à avoir autant de polygones. Il y a plein, vous voyez une surface qui est plane comme ça ici, il y a plein, regardez, j'affiche le maillage, il y a plein de polygones qui ne me servent à rien. Donc vous pouvez faire appel dans la palette des plugins à, j'avais ça qui était ouvert, excusez-moi, décimation de master, qui est un plugin qui sert à en fait enlever tous les points inutiles pour garder que ce qui est essentiel. Et là, on va cliquer sur 75, une valeur intermédiaire, et voir si visuellement ça change grand chose. J'enlève juste le maillage pour voir si, à la fin de l'opération, on se rend compte d'une différence. Je clique dessus, je vais attendre quelques petites secondes, vous voyez, c'est quasiment terminé. Hop là, c'est terminé. J'ai 75 000 points. Vous avez vu la différence visuellement? Pas du tout. J'affiche le maillage. Vous voyez, ma structure a bien changé, mais finalement, c'est largement suffisant. Même limite de trop. Pourquoi pas ici à 35? 35 a été calculé. Vous avez vu, j'ai 35 000 points, donc j'ai encore moins qu'avant. Et visuellement parlant, ça n'a rien changé. Le petit, pareil. Limite, je peux même essayer pour le plaisir 20 000. J'attends. Hop là, et c'est fait. Et vous voyez à 20 000. Alors si on s'approche, on va commencer à voir un peu plus les polygones. Mais n'oubliez pas que votre modèle va faire cette taille-là. Donc vous n'allez pas voir cette courbure. D'accord? Donc ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de polygones pour rien. Donc mon optimisation est faite. Si vous voulez pouvoir enregistrer à ce niveau-là, donc un nouveau fichier, libre à vous. Et donc maintenant, on va aller dans cette palette plugin et on va faire l'exportation en STL. Et là, j'ai donc ce plugin 3D Print Hub. Alors je clique sur ce petit cercle avec une petite flèche, une fois brève, et ça m'a déplacé donc cette palette-là dans le conteneur latéral de gauche qui était fermé par défaut. Donc c'est l'opposé de celui-ci. Et donc ce plugin, c'est le plugin qui me sert vraiment à générer l'exportation du STL ou du VRML de l'OBJ. Aussi au passage l'importation du STL, petit détail important. Bref, là-dessus. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous avez peut-être des valeurs ici qui vont être plus ou moins farfelues. Peut-être, je sais pas, 25, je crois que c'est 25 par défaut. Bon, moi, mes valeurs, en fait, j'ai fait un petit test avant, c'est pour ça que mes valeurs sont différentes de vous. Mais ce qui est très important, c'est déjà, avant toute chose, c'est regarder les options de taille. Les options de taille, il faut vérifier que vous êtes sur la taille du subtool éventuellement courant, c'est-à-dire l'objet active. Pour moi, c'est le fantôme donc, qui fait 40 de hauteur. Si je prends celui-là, ça va être différent. D'accord? Donc ça, c'est relativement important. Est-ce que vous travaillez sur tous les subtools ou donc par subtool? Moi, je vous conseille vraiment de travailler sur tous les subtools, donc de façon globale, de travailler. Et le calcul de taille, lui, va se faire sur le subtool sélectionné. Ça, c'est important. Bref, je masque ça. Et donc, je vais faire, chose très importante, mise à jour des tailles. C'est obligatoire. Ça va calculer la scène que vous avez donc, dans ZBrush Core ou ZBrush. Et donc, par rapport à l'objet qui est sélectionné, d'où l'importance de l'option d'avant, vous dire, vous avez des pouces et des millimètres. C'est un truc quand même qui est assez important dans les exportations pour l'impression 3D. Nous, en France, on est en millimètres, mais il y a des pays, notamment les pays anglo-saxons, vous pouvez être très bien en pouces derrière. Donc, ils vous demandent le choix et par rapport aux différentes possibilités, notamment en multipliant ou pas les différentes valeurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre cas à nous, en millimètres, c'est l'option par défaut qui est en haut à droite, qui est toujours en surbrillance. Donc c'est celle qu'il faut prendre, parce que je sais qu'à l'heure actuelle, mon petit fantôme fait 20 cm, 200 mm de hauteur. Donc pour moi, ça tombe nickel, c'est celui-là. Donc vous voyez, il m'a mis les bonnes valeurs, il a analysé mon objet pour mettre à la bonne valeur à l'exportation. Alors avant de dire, maintenant, ma scène et mes deux modèles vont être à la bonne taille par rapport, donc... En fait, il modifie tout globalement parlant. Avant d'exporter en STL, dans les options d'exportation, vérifiez bien que ce que vous choisissez d'exporter. Est-ce que j'exporte tous les modèles, que ceux qui sont visibles, ou ceux sélectionnés? Enfin, celui sélectionné. Donc si je fais que sélectionner, il va m'exporter que celui-là et pas l'autre. Si je fais visible tous ceux qui sont visibles, tous, j'en ai que deux qui sont visibles, donc ça ne change pas grand-chose. D'accord? Et j'exporte bien des fichiers séparés. Donc maintenant, je vais cliquer sur le bouton Exporter en STL.
Alors là, normalement, votre système vous demande donc de choisir, donc d'enregistrer vos fichiers. Donc moi, j'enregistre sur mon disque dur, et juste après, il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Alors c'est de l'anglais, désolé, c'est les parties des plugins qui ne sont pas traduits malheureusement. Il vous demande est-ce que vous voulez un nom générique pour chaque subtool. Gardez le nom de chaque subtool, donc enregistré donc, dans ZBrush ici ou ZBrush Core, ou demandez, moi je veux garder ces noms-là, donc je choisis ces noms-là. Et donc l'exportation a été faite. Donc à ce niveau-là, le travail dans ZBrush Core ou ZBrush est terminé. Maintenant, j'ai lancé Netfab, donc qui est la version trial, en fait, qui devient Netfab basique, donc qui permet de faire des options de base, de nettoyage et de réparation des STL. C'est quelque chose que je fais systématiquement, vous le savez dans mes vidéos précédentes, je vérifie mes STL, car ça arrive souvent quand certaines opérations génèrent finalement des petites erreurs de topologie. Et dans ZBrush et ZBrush Core, le Dynamesh est taillé pour la vitesse. La rapidité d'optimisation est faite là-dessus. Mais en contrepartie, des fois, il peut arriver qu'il y ait des petits points confondus, des choses comme ça qui sont pas graves par rapport à ZBrush, mais pour l'impression 3D peut éventuellement poser problème. L'intérêt, c'est que Netfab basique va être capable de me corriger ce genre de choses. Donc des fois, il n'y a rien à corriger, mais des fois, il faut corriger. Donc là, j'ai mes deux STL, je fais un glisser-déposer, il m'a chargé les deux, et j'ai de la chance, j'ai zéro souci. J'aurai un souci, j'aurai un gros signe, un gros point d'exclamation, attention ici. Et après, le process est simple, simplement on sélectionne l'objet qui a un problème, c'est marqué en général ici. Vous cliquez sur le petit plus de réparation, et là il vous indique notamment les erreurs. Souvent vous avez des trous, c'est le truc le plus classique. Vous cliquez sur Automatic Repair, vous choisissez la réparation de base, le calcul se fait, et normalement après c'est bon, il n'y a plus qu'à appliquer la réparation, et donc d'enregistrer le modèle. Hop, je fais Apply Repair, il n'y a rien de mon côté, donc vous imaginez, vous avez fait votre réparation, donc là je vais la supprimer. C'est plus qu'à faire clic droit, et là vous exportez votre STL, c'est tout simple. Mais vérifiez systématiquement. Donc moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. Allez, si éventuellement, je peux cliquer ici sur la rotation, et dire je voudrais sur l'axe X, ici, donc le mettre donc dans le bon sens. Si je ne me trompe pas, c'est à 270 degrés, parce que c'est dans l'autre sens. Rotation, eh ben non, c'était dans l'autre sens, c'était 90. Donc voilà, hop, c'est OK. Je fais close. Celui-là, pareil, je vais faire donc ma rotation. Comme ça, elle arrivera bien dans mon slicer, selon X à 90 degrés, rotation, et voilà. Donc, je peux, pourquoi pas, si je veux, donc au niveau de mes modèles, le déplacement ici, le mettre sur l'origine, hop, celui-là aussi, le mettre sur l'origine. Ça, c'est des choses purement optionnelles. Franchement, il n'y a pas besoin de le faire. Et donc maintenant, je peux exporter mes STL, écraser mes enregistrements précédents. Donc maintenant, j'ai terminé avec Netfab, je vais passer à la phase donc du slicer, que ce soit avec Cura ou Simplify 3D. Je suis maintenant dans Simplify 3D, qui est mon slicer de choix, après, pour plein de raisons. Donc je vais vous montrer Simplify 3D, après je vais vous montrer l'équivalent dans Cura, qui est une autre solution. Après, les autres slicers, je ne les connais pas, donc je peux pas vous dire, ça marchera sur d'autres slicers, mais au moins Cura est gratuit, c'est ultra populaire, donc bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ailleurs, et vous pouvez toujours vous en sortir avec Cura. Bref, donc vous voyez ici, c'est mon fantôme, en fait, c'est mon fantôme de test que j'avais essayé juste avant. Je vais simplement le supprimer, et là, à l'heure actuelle, je suis dans mes paramètres par rapport à ma CR10S. Bien sûr, ça marchera avec les autres imprimantes. Alors, je vais importer, alors pour l'instant, je vais le faire avec juste, non, je vais faire les deux. Hop, j'importe mes deux STL en faisant un clic glissé. Et tiens, je me rends compte que j'ai écrasé le mauvais fichier derrière. C'est pas grave, on va donc rester que sur un. Je ferai l'autre donc par la suite. Vous imaginez, c'est vraiment la même chose entre les deux. Donc, au niveau donc du modèle, celui-là, hop, il fait, je double-clique dessus. Vous voyez, c'est donc le modèle qui fait donc, voilà, c'est le petit. Donc c'est bien le 40, je me suis trompé tout à l'heure en écrasant mon modèle dans Netfab. Bref. Au niveau donc de ce modèle-là, comment faire pour justement faire cette coque constante et vider le modèle? Alors, il y a un petit truc. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les paramètres, au niveau donc de l'extrusion, vous avez des paramètres de couches qui sont communs. Alors, moi, je vous conseille, si vous avez le temps, faites des couches de 100 microns pour que vous ayez le plus possible une couche en continu. Des couches plus fines, mais en continu. C'est un peu plus long en temps d'impression, mais du fait qu'on travaille sur la transparence de la matière, etc., ça va vraiment jouer. Si votre imprimante est capable de faire du 150, faites-le. J'ai fait des essais avec la Creality Ender 3, qui est censé, qui fait normalement des couches que de 100. On m'a dit non, non, pas de problème, etc., de faire entre les deux. J'ai trouvé bizarre avec. Donc je suis revenu sur du 100 pour la l'Ender 3. Bref.
Faites du sens si vous pouvez, bien évidemment. Et surtout, ce qui est très important, vous avez ici les coques de contour et de périmètre. Donc là, c'est l'épaisseur de votre impression. Si vous faites un contour derrière, vous aurez un truc très très fin qui fera beaucoup passer la lumière. Le petit problème, c'est que vous voyez ici, le remplissage, je n'en veux pas. Je le mets à 0. Donc si je fais d'accord, et je prépare mon slicer pour me générer le modèle, voilà ce que j'ai donc au niveau donc, de mon impression. Alors vous m'excusez, il y a donc les couleurs ici, mais peu importe, c'est que regardez, j'affiche mon slicer, j'ai donc ici, vous voyez, le contour au niveau du modèle, d'accord, qui fait tout le tour. Donc ça veut dire que quand vous allez arriver sur des zones qui sont quand même un petit peu en surplomb, vous voyez déjà ici, hop là, et ben le slicer, lui, se sent obligé de rajouter ces espèces de petites couches supplémentaires pour soutenir le filament. D'accord? Donc, une seule couche, ça peut poser problème. Alors, excusez-moi, il y a le chat qui vient d'arriver qui miaule, donc ça va durer quelques secondes. Je reviens sur mes paramètres, et là, surtout, je vais au niveau de mes couches, je vous conseille de travailler sur 2 couches. D'accord? Alors, bon, les additions, la gestion des surplombs, etc., c'est notre problème dans l'immédiat. Donc, surtout, c'est comment faire pour, au niveau donc, de mon modèle, de les vider. Car vous avez vu, jusqu'à maintenant, ici, elle va pas arrêter de miauler, hein. Je suis désolé. Donc là, j'ai 2 couches, et vous voyez, au niveau de ces zones-là, vous voyez, d'avoir 2 couches, fait que j'ai plus les espèces de gribouillis que j'avais entre les deux. Alors c'est pas très grave ces gribouillis que j'avais ici au niveau de ces zones-là, ça va donner de la résistance. Le problème c'est qu'on travaille sur la transparence, donc ça fait des couches qui vont être irrégulières, c'est un peu moins joli. Et le truc vraiment se trouve, on va dire, à cet endroit-là. Vraiment ces couches, on va dire, de contour derrière. Donc j'hésite pas vraiment à voir mon modèle, aller jusqu'au bout, vous voyez au niveau de mes doigts. Donc j'ai bien des couches partout au fur et à mesure, j'ai pas de surplomb, donc vraiment j'ai bien fait mon truc. Donc maintenant il me reste le problème d'évider mon modèle. Vous avez vu là, j'ai donc ces couches qui sont ici, surtout c'est que la couche d'en bas n'est pas forcément très plate. Alors pour être sûr d'avoir un contour bien plat, et surtout qui va adhérer très bien à la surface de votre imprimante, je reviens donc en arrière. Le petit truc, c'est que quand vous avez votre modèle, vous pouvez le déplacer. Et le déplacer, moi je vais le faire numériquement, ici. Donc le décalage en Z, vous pouvez le faire donc en négatif. Vous voyez, plus 1 mm ou moins 1 mm. Allez, j'ai fait moins 3 mm. Donc mon modèle apparaît comme ça en dessous. D'accord? Je fais la préparation à l'impression. Donc maintenant, je regarde ce que j'ai comme résultat. Ah, j'ai toujours un couvercle. Bah, c'est toujours pas ouvert. Alors déjà, effectivement, j'ai toujours un couvercle, mais au moins, ma base est extrêmement plate. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a fait cette espèce d'échelle verticale, on a pu peut-être un peu lisser, etc. Pas forcément parfait. Donc là, maintenant, on sait que c'est entièrement plat. Et bien, le truc, simplement, il suffit de dire au slicer, dans les couches, la couche inférieure, et ben, j'en veux 0, tout simplement. Je fais d'accord. Préparation pour impression. Et maintenant, j'ai quelque chose d'ouvert. Et donc, quelque chose d'ouvert qui est continu. Donc, voilà, directement. Moi, ce que je vous conseille, donc, là-dessus, c'est de fiabiliser l'impression. C'est que dans les paramètres, c'est de rajouter, donc, au niveau des additions, d'ajouter une jupe. Donc voilà, tout autour de votre modèle. Mais surtout, c'est que votre jupe, qu'elle soit pas loin, etc. Mais vraiment que ce soit collé au modèle. Il y ait 0 décalage. Donc vous voyez, j'ai fait à peu près 12. On peut, en fonction de la taille de votre impression, à vous de voir derrière, sur 2 hauteurs pour donner un peu de résistance. Donc si je fais l'impression ici, j'ai oublié de le cocher, je crois. Non, je l'ai coché, voilà. Donc au moins, vous aurez une base qui va mieux adhérer donc, au niveau de l'impression. Et après, ça, c'est facile à enlever. Donc voilà, donc au niveau du slicer, il n'y a pas grand chose de plus. À vous bien sûr de voir par rapport à vos différentes tailles. Ah si, excusez-moi, un truc très important, du fait qu'on travaille sur des couches qui sont relativement fines, il n'y a pas de remplissage à l'intérieur. Attention à la vitesse, d'accord? Donc au niveau de la vitesse, elle est plutôt sur du 50 mm. Oups, j'étais un peu rapide, excusez-moi. Donc la vitesse, allez plutôt vers du 50 mm par seconde. N'allez pas faire ça à fond, parce que sinon, ça va poser problème. Sachant que vous voyez que la sous-vitesse du contour va être 2 fois plus lente. D'accord? Il n'y a pas de remplissage, rien du tout. Donc là, si je lance l'impression, pour celle-là, j'en ai pour 3 heures et 50 minutes, 4 heures. On va passer à 6 heures avec la Creality, parce qu'en général, les rétractations ne sont pas vraiment prises en compte par rapport à ça.
D'accord? Et vous voyez, coût du matériau, ça coûte rien. Donc pour ça, n'hésitez pas à faire des designs différents. Le petit truc, voilà, c'était, on coupe, on descend le modèle sous la base au niveau du slicer, on met une épaisseur de 2 couches, 3 couches si vous avez vraiment une lumière qui est super brillante à l'intérieur, ou si vous avez par exemple une matière phosphorescente, donc des filaments phosphorescents. Voilà, donc c'est vraiment, je dirais, relativement simple. Maintenant, plus qu'à enregistrer votre STL et lancer votre impression. Donc ça, c'était pour Simplify 3D. Donc maintenant, on va voir Cura. Donc je suis dans Cura ici, avec donc mes paramètres pour ma CR10, et le mode de fonctionnement est exactement le même. J'importe mon STL, donc ici, donc du 40. Alors je vais passer en mode solide normal. C'est exactement le même principe. Vous voyez ici, donc j'ai la base qui est ici en dessous. Voilà. Je vais simplement cliquer ici sur mon axe et je vais pouvoir descendre à peu près, alors soit vous tapez, soit visuellement, de mes 3 mm. Si je passe en vue par couche, mon slicer, vous voyez, j'ai toujours la base, comme Simplify 3D, qui est existante. Et bien j'ai simplement dans mes paramètres de coque. Ici, alors, il n'est pas forcément visible par défaut. Donc il faudra peut-être cliquer sur le petit engrenage ici qui se trouve, hop, excusez-moi, sur notre écran, à côté ici, pour activer justement les paramètres épaisseur du dessus, épaisseur du dessous. Si vous ne le trouvez pas, voilà, petit engrenage. Et là, épaisseur du dessous, je mets 0, tout simplement. D'ailleurs, vous voyez, c'est en orange pour dire, ah, c'est bizarre. D'accord? Et là, le calcul est fait. Et pareil, comme tout à l'heure, j'ai exactement la même chose, le contour. Vous n'avez plus qu'à rajouter ensuite vos différents paramètres. Je ne sais plus où c'est, donc adhérence du plateau, voilà une jupe. Voilà là-dessus. Distance de la jupe, je vais mettre 0, hop, là-dessus, 0, je vais y arriver. J'utilise jamais, franchement, Cura, donc il y a sûrement un paramètre quelque part de distance, justement, encore dans les engrenages, ici, distance, voilà, longueur minimale, donc, de la jupe, voilà. Oula, 250, c'est quoi ce paramètre? C'était pas le bon paramètre, enfin bref. Donc vous voyez, on trouve exactement les mêmes choses. Donc le mode de fonctionnement dans Cura Simplify 3D est exactement pareil. Donc n'hésitez pas. L'intérêt, c'est que vous sculptez dans ZBrush Core ou dans Sculptris ou n'importe quel autre logiciel, donc votre personnage, votre forme, n'importe quelle chose comme ça derrière. Et pour l'épaisseur, ben, vous la ferez directement au sein du slicer. Vous voulez que la base soit plate? Vous la descendez en dessous. Vous voulez que ça soit ouvert? Vous enlevez la couche. Vous voulez faire un vase sur le même principe super organique? C'est très très simple. Vous avez qu'à descendre votre vase de quelques millimètres et vous mettez donc une épaisseur plus ou moins importante en dessous. Votre vase sera fermé, mais au moins vous aurez partout une épaisseur constante sans vous soucier de ce côté technique des choses. Donc voilà. Donc j'espère qu'en tout cas, cette partie justement technique finalement était beaucoup plus longue que je le pensais au niveau de la création. Mais bon, je suis parti un petit peu dans mes délires. C'est un peu les aléas. J'espère que ça vous aura aidé. Donc maintenant, on n'a plus qu'à voir effectivement l'impression 3D en elle-même se passer avec la CR10. Maintenant qu'on a vu effectivement cette impression 3D terminée, etc., ce timelapse, je voulais juste revenir donc ces deux filaments ici que j'ai reçus donc de Wanao France. Alors j'ai pas fait des tonnes d'impressions avec, parce que j'ai fait beaucoup de trucs récemment, j'étais assez chargé point de vue boulot, mais toutes les impressions que j'ai fait avec, franchement, sont sorties super bien. J'ai beaucoup utilisé donc ce filament vert pomme. Alors je précise, c'est des bobines pas 750 mais d'1 kg, donc elles arrivent vraiment pleines, hein. C'est ça qui est vraiment relativement agréable. Vous le voyez au niveau du poids, franchement ça marche très très bien. J'adore le gris, c'est une couleur qui est relativement neutre, qui fait vite disparaître, on va dire, les couches. Le vert est un petit peu plus mat, on va dire, derrière, et les couches sont un peu plus visibles. Donc, ce filament s'utilise tout à fait de façon assez classique. J'ai imprimé, donc vous l'avez vu, sur la CR10, mais aussi sur l'Ender 3 de Creality. Donc je rappelle, j'ai les tests donc, de disponibles. Il se chauffe, alors moi ça dépend en fonction de la vitesse, bien sûr, plus j'imprime vite, plus je fais chauffer vite sur ces imprimantes là, enfin chauffer fort, mais voilà, c'est du PLA qui va se chauffer entre à peu près, moi je le fais chauffer à 200 en fait sur mes imprimantes, parce qu'elle sous-chauffe un petit peu derrière, c'est très très bien. Ensuite voilà, donc ce filament que m'a envoyé, donc fil imprimante 3D, je le remercie vraiment parce que je ne connaissais pas ces bobines, on va dire en carton, c'est vraiment un truc que j'adore. Je ne suis pas forcément le plus écolo de la Terre, mais se dire que voilà, on a la bobine est terminée, ça part au tri, au recyclage, franchement, c'est vraiment un truc que je trouve très très bien. Après, le filament lui-même, phosphorescent,
Moi j'ai donc créé mon impression avec une toute petite épaisseur. J'ai fait en fait 3 contours. Donc 3 contours de 0,4, ça fait quand même 1,2 mm. C'est quand même relativement fin. Ça se décharge vite en lumière si vous chargez, on va dire, si vous n'avez pas grand chose de matière. Et surtout si vous chargez de la lumière, comme vous voyez, une lumière LED que j'ai à côté ici ou de l'autre côté. Le mieux, effectivement, si vous avez des lampes à UV. J'utilise moi pour ma résine, donc là c'est beaucoup plus efficace, ça marche beaucoup mieux. Mais franchement, ça rend sympa, et le mieux c'est d'utiliser, je pense, presque tu sais, comme un abat-jour ou quelque chose avec une source de lumière. Vous l'éclairez comme ça, c'est sympa. Vous coupez le soir au moment de dormir et hop, ça éclaire directement. En tout cas, je remercie beaucoup Filimprimante 3D parce que voilà, c'est une bonne découverte. Je vais essayer leurs autres filaments, Deli-Fil, rien que parce que vous voyez, c'est du carton, je trouve ça plus efficace. C'est un peu plus cher, mais bon, bref, sauvons la planète, hein. Je pense que ça c'est important maintenant. Donc vous voyez, le tuto était pas très compliqué, la petite astuce toute simple en fait dans le slicer, c'est tout bête mais fallait y penser on va dire. Et vous pouvez donc créer toutes sortes de créatures. Vous voyez, Halloween, on est donc début du mois d'octobre à l'heure actuelle, enfin mi-octobre. Vous allez pouvoir créer donc vos petites créatures, vous pouvez mettre dehors, alors la nuit parce qu'en plein soleil le PLA ça aime pas trop, vous voir les autres matières si vous voulez. Donc n'hésitez pas à tester les filaments, maintenant on a la chance d'avoir plein de filaments différents, de toutes les matières, toutes les couleurs, transparence, translucide, vous voyez ce vert pomme. J'adore, vraiment j'adore comme couleur, même pas besoin de peindre, donc ça c'est sympathique. Donc à vous de voir, donc vous voyez c'est donc 2 versions différentes du petit fantôme, la technique reste la même, ça c'est encore plus simple, il n'y a même pas les bras à créer. Voilà, donc ça c'est rigolo, et surtout je vous invite à vous créer vous-même, essayez de tester d'autres versions, faites un arbre, faites voyez, une espèce de Groot, tout ce que vous voulez derrière, c'est relativement simple. Et vous allez voir, comme je dis toujours, c'est quand même plus jouissif de faire vos propres créations 3D que télécharger un modèle, tout simplement sur Thingiverse ou n'importe quelle plateforme. Donc à vous d'être le créateur, vous allez voir, c'est génial. Allez, à très bientôt pour d'autres tutos sur Polisculpt. Bye bye.